Un peu plus de 19h sur CNews. Merci d'être avec nous pour Face à Philippe de Villiers. Philippe de Villiers, bonsoir. Bonsoir Elliot. Vous avez le sourire, Philippe. Oui, mais à cause de votre pochette. Ah, vous vous moquez de ma pochette. En ce moment, vous vous moquez souvent de mon style, j'ai remarqué. Non. La dernière fois, c'était la cravate. Cette fois-ci, c'est la pochette. J'ai craint qu'on ne pût pas faire l'émission. À cause d'eux. Parce que quand c'est appelé lundi et mardi, vous étiez à la dernière extrémité, vous aviez la voix du pape. Oh que la voix, et on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Et puis voilà, puis vous êtes rétabli. Écoutez, c'est ça la jeunesse. Le rhume. Et on dit bonjour à Geoffroy. Geoffroy le jeune, bonjour. Bonjour les amis. Souriant, vous n'aviez pas le rhume cette semaine, ça va? J'avais pas le rhume et je suis moins affecté par la défaite du PSG que vous, Elliot. Ah d'accord, j'ai compris, c'est ma fête aujourd'hui. Voilà, mais on est heureux de se retrouver. Mais, très heureux, oui. Très heureux. Comme on dit à CNews, l'actualité est chargée. L'actualité est chargée, Philippe de Villiers, mais ce qui est aussi saisissant, c'est de voir à quel point les choses vont vite. La semaine dernière, nous avions bousculé notre émission après cet accrochage devant les télés du monde entier entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Et vous aviez pris la balle au bond pour réagir à chaud, vraiment de manière brûlante sur cette actualité, en prenant beaucoup de hauteur, en proposant une analyse qui vous donne raison une semaine plus tard. C'est-à-dire que le mafieux, le grand danger, l'homme de Moscou qui était présenté dans tous les médias la semaine dernière, à savoir Donald Trump, est aujourd'hui l'élément clé, visiblement, après cette conférence qu'on a pu entendre sur les antennes de CNews, pour accélérer le processus de paix. Et c'est ce que vous expliquiez calmement la semaine dernière. Ah, sauf qu'il y a un élément nouveau depuis mercredi. Lequel? On est en guerre. Ah, et ben on va en parler évidemment de la guerre. Ça rigole pas là. Et cette Europe qui se mobilise, Philippe de Villiers, pour se réarmer. Le président français se met en première ligne, chef de guerre ou chef de paix. C'est une question qu'on pourrait se poser aujourd'hui. Et à travers la guerre, il y a aussi l'escalade verbale. Et on va commencer avec cet échange d'aimabilité entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Ça s'est passé par médias interposés, comme on dit dans le jargon. Depuis l'époque de Napoléon, depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Je pense qu'il fait un contresens historique et ça m'étonne de lui. Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Et c'est un impérialiste révisionniste de l'histoire et de l'identité des peuples. Et notre volonté, nous, c'est d'être une puissance de paix et d'équilibre. Au fond, tout ce que nous faisons, par les choix, y compris d'ailleurs de nos armées, pour éviter la guerre de demain, ce sont des choix de paix. Et donc je pense que le président Poutine devrait revenir à cette vision-là. En tout cas, c'est un contresens historique. Dans la référence, c'est sans doute qu'il fut piqué du fait que nous avons démasqué son jeu. Démasquer son jeu, Geoffroy Lejeune. Au début de la guerre, il y a 3 ans, ils se parlaient très souvent au téléphone. Aujourd'hui, ils s'envoient des invectives. Que vous inspire cette escalade verbale? À mon avis, il faut décrypter ce qu'a dit Poutine. Il a dit, en fait, vous êtes en train de nous imposer l'invasion, puisque Napoléon, il a envahi la Russie. Pourquoi il a dit ça? Pour dire aux Européens, pour dire aux Français, c'est pas moi qui menace, c'est Macron qui menace. C'est assez fin comme image. À sa place, j'aurais peut-être parlé de l'île d'Elbe. Parce que l'impression que me donne Macron, c'est plutôt les 100 jours, vous voyez. Et dans 2 ans, il dit à Brigitte, allez Brigitte, prends les affaires, prends les valises, on part à Sainte-Hélène. Voilà. Et je pense qu'il est plus proche de Napoléon III que de Napoléon Ier, Macron. Voilà. Et donc, en fait, cette escalade verbale, il faut voir, il y en a un qui est très sérieux, qui est insultant, impérialiste, révisionniste, etc. Bon. Et l'autre qui fait une phrase qui n'est pas dénuée d'humour, quoi. Voilà. Et il faut savoir que pour les Russes, Napoléon, c'est plutôt un compliment. Quand j'avais rencontré Vladimir Poutine, on avait parlé de Napoléon, justement, et de Rostopchine, etc. Et il m'a dit, nous, on admire beaucoup Napoléon. Nous, les Russes, on admire beaucoup Napoléon. C'est très curieux, mais c'est ainsi.
Tant mieux pour les Corses. Et donc, il n'aurait pas dû s'énerver, Macron. Il aurait dû dire, c'est bien, la comparaison avec... Vous vous rendez compte, Macron comparé à Napoléon, il va finir aux Invalides. Philippe de Villiers, on continue et vous souhaitez absolument revenir sur l'allocution du président de la République mercredi soir. Le chef de l'État a parlé d'une nouvelle ère pour l'Europe, d'une Russie qui menace le continent européen, l'Europe et la France. Écoutez. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Mes chers compatriotes, face à ces défis et ces changements irréversibles, il ne faut céder à aucun excès. Ni l'excès des va-t-en-guerre, ni l'excès des défaitistes. La France ne suivra qu'un cap, celui de la volonté pour la paix et la liberté, fidèle en cela à son histoire et à ses principes. Comment avez-vous jugé, Philippe de Villiers, l'intervention cette semaine, les interventions d'Emmanuel Macron? Alors, je vais sans doute prendre le contre-pied de toute la presse française et de presque toute la classe politique. Donc, accrochez les ceintures. Simplement, je pense que ce que je vais dire, dans 20 ans, on dira il avait raison. Ce sera trop tard pour moi. On fera des émissions où on fera les archives. Enfants qui aura... Pour les archives, oui. Pour le face à Geoffroy Lejeune. Alors d'abord, il y a une chose qui a échappé à tout le monde. Mais vous qui êtes des hommes de télévision, ça vous a peut-être pas échappé, c'est les infographies. Pourquoi ? Parce qu'il a mis les chars russes. En fait, quand j'étais jeune sous-préfet de Vendôme et que le 10 mai 81 est arrivé, le lendemain, il y a des familles entières qui venaient aux grilles de la préfecture en disant « Qu'est-ce qui va se passer ? Les chars russes vont arriver !» Parce que les chars russes étaient en Allemagne de l'Est. Et donc là, il nous a fait le coup des chars russes avec l'infographie. C'est malin. Emmanuel, il est malin, je le connais bien. C'est un roublard. Il est très malin. Voilà. Donc ça s'appelle du subliminal à la télévision. Voilà. Alors maintenant, entrons dans le fond des choses. J'ai cherché, en le regardant, une image dans la littérature française. En me disant, il me rappelle quelqu'un, mais qui ? J'ai mis en fait du temps à trouver. Et en fait, là, à l'instant, pour moi, c'est clair. C'est Tartarin de Tarascon. C'est-à-dire qu'il est vantard, fanfaron, grandiloquent. Et il a perdu sa guerre. Il a perdu sa guerre, Tartarin de Tarascon. Et il joue du tambour, de la trompette, il rameute tout le village devant la place de la mairie. Et on se souvient, quand il battait tambour, de ce qu'il disait. On va envoyer des troupes en Ukraine. C'était un risque fou. Finalement, on ne l'a pas fait. Ensuite, on va envoyer des missiles balistiques, des missiles à longue portée pour frapper la Russie. Ils vont comprendre, les Russes. Ça va les calmer. Ça ne calme les personnes. Ensuite, il a dit, attention, je peux appuyer sur le bouton. Et ça n'a pas fait peur aux Russes, mais Tartarin continue. Et il continue comment ? Avec des tartarinades. L'expression, elle est dans la littérature française. Qu'est-ce que c'est que les tartarinades ? Il y en a 3. Première tartarinade, la Russie est à genoux. Ça, c'est la phrase de Bruno Le Maire, le ministre de la Transition érotique. La Russie est à genoux, avec des sanctions. Dans 15 jours, c'est fini. Vous vous souvenez de ça ? On en avait parlé ici. Vous-même, vous disiez, c'est peut-être vrai, quand même, il est ministre de l'économie. Il ne fait pas que creuser les déficits, il a aussi une conscience et un jugement, ce monsieur Le Maire. Deuxième tartarinade, la Russie est isolée. Ne vous inquiétez pas, la Russie est isolée. Mais en fait, on a le monde entier contre nous, on a tout le sud global. Derrière la Russie, il y avait la Chine, il y avait l'Inde, il y a toujours.
etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'Occident qui est isolé aujourd'hui. On pèse plus qu'1 milliard et puis 5 milliards les autres. Donc on est à franc renversé. Et troisièmement, et je pense à la chaîne concurrente LCI, qui est vraiment la chaîne des généraux de plateau extraordinaires que j'ai regardé souvent. Et maintenant, ça me fait rire parce qu'ils sont toujours là. Et ils expliquent le contraire de ce qu'ils expliquaient. Ils disaient, bien sûr, oui, non, parce que l'opération de course, ça y est, c'est la percée conceptuelle, la percée stratégique. La Russie est foutue. Voilà, tous les généraux de plateau. Pas que cette chaîne-là, d'autres chaînes. Bon. Et puis non, il ne s'est rien passé. En fait, Tartarin, Tarascon courait sur le tapis américain et voilà que Trump tire le tapis, le carpet bombing. Alors, en fait, il a fait une sortie de route mercredi soir. Il était à contretemps et à contresens. Alors, il était à contretemps. Il était à contretemps puisque il n'a pas prononcé le mot paix. Au moment où le monde entier parle de la paix en Ukraine. Ensuite, il n'a pas prononcé le mot négociation. Au moment où on ne parle dans le monde entier, de Kiev jusqu'à Riyad, on ne parle que de négociation. Il n'a pas prononcé le mot après-guerre, alors qu'aujourd'hui, toutes les chancelleries du monde entier sont dans l'après-guerre qui se profile. Et il n'a pas prononcé le mot réconciliation, alors que les Russes et les Américains sont en train de se réconcilier. Et non seulement ça, mais ils sont en train de se réconcilier sur le dos des Européens qui vont devoir payer l'addition, puisque nous, notre rôle, ça sera quoi? De faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne. Vous la voulez, vous allez la prendre. Et de payer la reconstruction. Aux frais de qui? Du contribuable français. Je demande aux gens qui nous regardent de réfléchir un peu, d'avoir de la distance par rapport à la parole présidentielle, parce que tout ça va nous coûter très cher. On va être ce qu'on appelle les dindons de la farce. En fait, quand on réfléchit bien, je dis on est à contretemps. Pourquoi? Parce que nous, les Français, on a suivi les Américains quand ils étaient des va-t-en-guerre, et aujourd'hui, on quitte les Américains quand ils deviennent des va-t-en-paix. Parce que nous, on est les derniers va-t-en-guerre de la planète. Je le dis contre-temps, mais aussi contre-sens. C'est encore plus grave. Il est à contre-sens. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a une menace existentielle, c'est la Russie. Bon. Alors moi, je réponds ceci. Premièrement, la Russie n'est pas une menace existentielle. C'est d'ailleurs ce que les Américains ont compris. Pourquoi? Elle a pris en 3 ans 18% du territoire ukrainien. En fait, elle est épuisée et elle n'a pas la capacité d'aller plus loin. Tous les militaires savent exactement de quoi ils retournent. Donc il n'y a pas de risque majeur. Quand bien même elle voudrait aller jusqu'aux frontières françaises. Aucun risque. Donc c'est un mensonge de faire peur aux gens, de faire peur aux Français. Mais ça va plus loin. Trump a compris, en fait, ce que voulait la Russie. La Russie, elle veut 2 choses. Je suis le seul à le dire aujourd'hui, avec Pierre Lelouch. C'est regrettable, mais bientôt tout le monde le dira. Parce que c'est ce que pense Trump. Trump, il a compris. Avec Vance, ils ont compris. La Russie, elle veut 2 choses. Elle veut qu'on tienne compte du fait que l'Ukraine, ce n'est pas un pays comme un autre. L'Ukraine, c'est un peuple slave qui est lié à l'histoire du peuple slave russe. Lorsque j'avais rencontré Vladimir Poutine en 2014, il m'avait dit, vous savez, pour nous, le berceau de la Russie, c'est Chersonèse, le baptême de Vladimir Ier en 988.
Et ensuite, Kiev, parce que c'est là que dans les eaux du fleuve, s'est baigné le peuple russe. C'est le premier baptême du peuple russe. Et la Russie s'appelait la Russe. Donc la Russe, elle est née à Kiev. Donc, entre ces deux peuples, Solzhenitsyn m'avait dit, si un jour il y a une guerre entre les deux peuples, je ne veux pas que mes fils y aillent. C'est dire que ce sont deux peuples qui s'aiment, qui se retrouveront, qui se sont entre-déchirés. Mais on peut comprendre que Poutine ait dit à Trump, ça fait 30 ans, 40 ans que vous cherchez à faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN. Et pour moi, c'est un risque géostratégique majeur parce que je ne veux pas avoir des missiles braqués sur moi à 1 heure de Moscou. En fait, si on comprend ça, on comprend la cause de la guerre. Et donc, la promesse n'a pas été tenue, alors que Nicolas Sarkozy et même Angela Merkel avaient dit en 2008, attention, il ne faut pas faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN, il faut que l'Ukraine ait un statut de neutralité, au sens de Kissinger, c'est-à-dire que l'Ukraine soit un pont entre la Russie et la partie occidentale de l'Europe. Alors, quand je dis que la Russie n'est pas une menace existentielle, il y a des menaces existentielles dont personne ne parle. J'entendais ce matin François Bayrou, ici même, avec son éloquence traînante et hélicoïdale, empêtrée de formules salpêtrées. Et en fait, ils n'ont rien compris au problème de la France. La France, le pronostic vital de la France est engagé. Pourquoi ? Parce que depuis 8 ans, et même avant, en tout cas depuis 8 ans, la France a perdu la maîtrise de son destin. Elle a perdu la maîtrise de sa démographie, si tant est que l'enfant soit la ligne de flottaison de l'espoir d'une société. Il n'y a plus d'espoir, on est sous la ligne de flottaison. On a perdu la maîtrise de notre démographie, on a perdu la maîtrise de nos finances, avec une spirale infernale que Bayrou constate lui-même, puisqu'il parle de délabrement. Et puis on a perdu, évidemment, la maîtrise de notre souveraineté. Mais la vraie menace, c'est évidemment l'islam radical. C'est que la terre de France porte aujourd'hui 2 peuples, côte à côte, avec des croyances, des mœurs, un art de vivre, une mémoire qui ne sont plus les mêmes. Et donc, on est côte à côte, on sera bientôt face à face, comme disait l'ami d'Emmanuel Macron. Donc, en fait, la vraie menace, elle est là. Alors, pourquoi Macron a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Moi qui connais bien la politique, qui connais bien la coulisse, et qui a assez de malice pour comprendre les grands malicieux. En fait, il hésite entre la tentation maréchaliste, c'est-à-dire relancer un quinquennat crépusculaire, il fait don de sa personne à l'Ukraine. Et il évoque la patrie, au sens de Mitterrand, la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. Mais enfin, quand même, c'est la première fois de son quinquennat qu'il évoque le mot patrie. Moi, quand je déjeunais avec lui, que je prononçais le mot patrie, la fourchette tourbait. En disant, vous en êtes encore là ? On n'est plus en 1814. Ah bon, d'accord, la patrie. Là. Et la deuxième tentation, c'est la tentation bismarckienne. Bismarck, qu'est-ce qu'il a fait ? Pour faire l'Allemagne, en fait, réunir tous les États. Il a fait d'abord la guerre avec l'Autriche-Hongrie, ça a donné Sadova. Il a réuni l'Allemagne du Nord, le Zollverein, puis après, il a fait la guerre avec la France. Et dans la Galerie des Glaces, il a annoncé la création de l'Allemagne, la Grande Allemagne. En d'autres termes, il a fédéralisé les États grâce à la crise, grâce à la guerre, à 2 guerres successives. Et qu'est-ce que cherche à faire Macron ? À faire la même chose en se servant non plus de l'Amérique comme fédérateur extérieur, mais de l'Ukraine, en cherchant le chaos fédérateur
pour fédéraliser les États autour de la Commission pour une Europe fédérale. Et pourquoi ça? Parce qu'un jour, il m'a fait une confidence devant Brigitte. Il ne pourra pas me démentir. Je le mets au défi de me démentir. Je lui dis, qu'est-ce que vous ferez plus tard? Vous serez chocolatier chez Trogneux, vous serez... Parce que Sainte-Hélène, c'est pas un métier, il ne va pas tailler des rosiers. Il m'a dit non. La présidence de la commission ou la présidence du conseil, Costa. Il n'a pas parlé de Costa, qui n'existait pas à l'époque. Mais son idée, c'est d'être le président de l'Europe fédérale. Il dit, je suis trop jeune pour renoncer à la politique. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au Kazakhstan, il avait dit, je ferai un tout autre job. Mais le tout autre job, c'est quand même un job. C'est un job. Et en fait, à la commission, on parle de job, vous voyez, parce que ce n'est pas des gens élus. C'est un lapsus révélateur. La publicité, on revient dans un instant. Vous avez parlé de l'Europe fédérale. On parlera de cette Europe de la défense. Est-ce que c'est une Europe de la défense pour créer, et vous en avez là abordé un petit peu, l'Europe fédérale? On a encore énormément de choses à traiter. Comment vous dites que l'actualité est chargée? L'actualité est chargée. A tout de suite pour la suite de Face à Philippe de Villiers. Il s'en passe des choses pendant la publicité, Philippe de Villiers. Oui. Un jour, on racontera tout. C'est dommage parce que... Je mettrai une petite caméra comme ça. Oui. Philippe de Villiers, je vous posais une question naïve, mais parce que j'ai entendu Donald Trump cet après-midi dire jamais il y aurait eu cette guerre si j'avais été aux manettes. Et j'ai voulu faire le parallèle avec nos anciens présidents. Un homme comme Jacques Chirac, il y aurait eu cette guerre en Ukraine avec un homme comme Jacques Chirac? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il connaissait parfaitement l'histoire de l'Ukraine, l'histoire de la Russie, et que, comme d'ailleurs François Mitterrand ou Nicolas Sarkozy ou Valéry Giscard d'Estaing, a fortiori général de Gaulle, en fait, il savait qu'à terme, il n'y avait pas d'autre Europe, il n'y a pas d'autre Europe que l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. En d'autres termes, l'Europe aujourd'hui, elle a un voisinage qui est celui de la Russie. Ce sont nos voisins. Et Napoléon disait, on y revient, Napoléon disait, on a la diplomatie de sa géographie. Donc, quand vous êtes européen de l'Ouest, de l'Est, vous êtes catholique, orthodoxe, etc. Jean-Paul II disait, il n'y aura de tranquillité en Europe, la paix c'est la tranquillité de l'ordre, il disait. Il reprenait le mot de saint Thomas et il ajoutait, il n'y aura de paix durable que lorsque l'Europe respirera de ses deux poumons. C'est-à-dire le poumon orthodoxe et le poumon catholique. Et donc, en fait, Jacques Chirac, j'ai eu des conversations avec lui, j'ai eu des conversations avec Nicolas Sarkozy. Pour eux, il fallait tenir compte du lien ancestral entre la Russie, l'Ukraine, et aussi tenir compte du fait que Dostoïevski parlait la langue française, quoi. Et que, en fait, la Russie, depuis les Tatars, elle oscille. Là, aujourd'hui, on l'a rejeté du côté de la Chine. C'est fou. Ces gens sont des ignares, ce sont des imbéciles. Ils sont d'une bêtise crasse. Et je vais vous dire, dans 20 ans, qu'est-ce qui se passera? On fera la grande Europe. En fait, là, c'est fini le modèle bruxellois. Le modèle maastrichtien, c'est fini. Il est en train de mourir sous nos yeux. Le canard sans tête continue dans la basse-cour. Il n'y a que lui qui ne voit pas qu'il est mort. C'est fini. Donc, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire la grande Europe au sens géographique. Alors c'est difficile de dire ça aujourd'hui et de faire entendre ça. Il y a des amis ukrainiens qui nous écoutent, mais en fait, il y aura tout le monde dans cette Europe-là. Ce sera la grande Europe, comme il y a la grande Amérique, comme il y a la grande Chine, comme il y a etc. Et puis ensuite, ce sera un concert des nations, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus des commissaires non élus.
Ce sera un concert des nations au sens de Metternich, de Talleyrand, avec une coopération géostratégique sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes de narcotrafic, etc., sur les problèmes communs qui nous sont communs, et puis une grande liberté des peuples pour que chaque peuple continue à exprimer son identité. Si les budgets de l'armée Philippe de Villiers ont augmenté, les débuts étaient tout autres. Quand je parle des débuts, je parle de 2017. Le chef d'état-major, un certain Pierre de Villiers, avait alerté sur les risques d'une coupe budgétaire pour la dépense. 850 millions d'euros d'économies étaient réclamés à l'époque par Bercy. Et la veille du 14 juillet, voilà ce qu'avait dit Emmanuel Macron lors de son traditionnel discours aux armées. Et il interpellait directement ou indirectement le chef d'état-major à l'époque, Pierre de Villiers. Écoutez. Il ne m'a pas échappé que ces derniers jours ont été marqués par de nombreux débats sur le sujet du budget de la défense. Je considère, pour ma part, qu'il n'est pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Et c'était une alerte qui n'était pas sur la place publique, mais en commission, à huis clos. C'est important de le rappeler. Pierre de Villiers avait dit le lendemain, je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français aujourd'hui et demain et soutenir les ambitions de notre pays. Et il avait démissionné, ce qui est rarissime à ce poste. 8 ans ont passé. Est-ce que vous pensez qu'on peut dire aujourd'hui que votre frère, le général Pierre de Villiers, avait raison ? Tout le monde évoque son nom, tout le monde évoque cet épisode, et tout le monde constate la volte-face d'Emmanuel Macron. Et moi, ce que je peux dire, c'est qu'il faut lire son livre, Servir. Il dit tout dans son livre. Il dit dans son livre ce qu'il a dit à Emmanuel Macron. Et en fait, c'est un officier visionnaire, comme il en est peu dans l'armée, la Grande Muette. Pourquoi c'est un officier visionnaire ? Parce qu'il avait vu, et probablement il a dit à Emmanuel Macron, je n'étais pas là pour tendre l'oreille, mais j'imagine, il a dû dire à Emmanuel Macron, votre nouveau monde est désormais l'ancien monde, car nous sommes entrés dans un post-monde. Dans votre nouveau monde, calqué sur Fukuyama, l'historien, vous croyez ou vous faites croire aux Français que la mondialisation heureuse, la mondialisation des échanges, que l'échange généralisé va nous amener la paix perpétuelle par le doux commerce. Mais ça, c'est déjà fini. Et vous ne le voyez pas. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les chaînes de valeur globale qui sont censées être inextricables et créer des liens inextricables entre les nations, c'est le passé. Ce qui vient, c'est 3 phénomènes nouveaux. Il faut relire ce livre, Servir. C'est un livre magistral, comme Vers l'armée de métier. Premier phénomène, le retour des États-puissances, le retour des logiques de puissance. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment ? L'Amérique veut retrouver la Grande Amérique. La Chine veut retrouver l'Empire du Milieu. Les Turcs rêvent de l'Empire ottoman. Les Iraniens rêvent de la Perse. Et la Russie rêve de l'accès aux mers chaudes. Deuxième phénomène, le va-et-vient, le chassé-croisé plutôt, des taux de natalité entre le Nord et le Sud qui condamnent le Nord. Le Nord qui vit dans l'insouciance et l'euphorie sa probable disparition. Et le Sud qui se déverse par vagues successives dans le cadre de ce qu'on appelle l'immigration invasive et qui va faire payer très cher au Nord le traité de Tordesillas. Ce traité qui a été signé en 1494, 2 ans après l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique, ce traité au terme duquel
le monde est divisé par un méridien en 2 parties à conquérir ou déjà conquises entre les Portugais et les Espagnols. Et c'est ça qu'on paye aujourd'hui, c'est une recolonisation, une revanche décoloniale, la revanche du Sud sur le Nord. Et le 3e phénomène, qui est lié au second, c'est l'effondrement du système institutionnel. L'ONU, ils ne font plus rien. La CPI, l'OMC, l'OMS, etc., tous ces organismes-là sont disqualifiés. Et qu'est-ce qu'on voit arriver ? Le Sud global, les BRICS, c'est-à-dire un nouvel ordre mondial qui se substitue à l'ordre mondial précédent. Et dans ce cadre-là, le général Pierre de Villiers, c'est son honneur, a tiré la sonnette d'alarme en disant attention, attention, pour faire une armée moderne, il faut 20 ans. Et donc le temps qu'on va perdre en faisant des coupes budgétaires pour des raisons de commodité politique immédiate, c'est un temps perdu définitivement. Voilà. Autre sujet, parce qu'on parle d'être fort contre la Russie de Vladimir Poutine, Philippe de Villiers, mais qu'en est-il du rapport de force avec l'Algérie ? Nous en avions parlé déjà la semaine dernière avec cette déclaration d'Emmanuel Macron depuis Porto, où il désavoue son gouvernement et le ministre de l'Intérieur qui entendait dénoncer les accords de 1968, renvoyant d'ailleurs dos à dos le régime algérien avec la communication du gouvernement français. Vous l'avez dit tout à l'heure, François Bayrou était l'invité ce matin de Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari sur CNews Europe 1. Je vous propose de l'écouter parce qu'il est revenu sur l'Algérie. Écoutez attentivement. Nous avons des accords super privilégiés. Des accords super privilégiés, ça impose un vrai respect. Réciproque dans les 2 sens. Ça commence par le respect des accords. Mais il y a d'autres questions. Le gouvernement algérien a développé contre la langue française, contre la culture française, des politiques extraordinairement agressives. Ça n'est pas du bras de fer que nous devons chercher, mais nous devons chercher à préciser la portée des accords que nous avons et ce que ces accords signifient en termes de respect réciproque. C'est ça ce que j'ai défendu et c'est ce que je crois absolument nécessaire. Geoffroy Lejeune. Vous avez compris quelque chose ? Difficilement. Hein ? Quand j'ai parlé d'éloquence hélicoïdale. Ouais. Moi, j'ai eu la chance de discuter après l'interview avec des conseillers. J'ai pas compris toujours pas après l'explication. Ouais. Est-ce que vous pensez, Philippe, c'est du boulot. Hein. Pour arriver à ça, il faut 40-50 ans, si vous voyez. Parce que normalement, on dit quelque chose. Vous voyez. Arriver à ne rien dire pendant presque 1 heure, c'est un métier. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle de cette affaire algérienne. Vous avez dit plusieurs fois attention au syndrome non possumus de l'impuissance du politique. Est-ce que vous pensez que ce sera un tournant pour le gouvernement de François Bayrou ? Ah ben, il n'y a plus que 5 semaines. Hein, parce que c'était 6 semaines quand il a fait sa conférence de presse, 5 semaines. Vous imaginez si Boualem Sansal entend ce galimatia ? Parce qu'on ne comprend rien, mais surtout ce qu'on comprend, c'est qu'il ne va rien se passer. En fait, ce gouvernement, c'est le bazar, quoi. C'est le bazar. Vous avez un Premier ministre qui dit le mercredi, vous vous souvenez, les mots sont... Si l'accord n'est pas respecté, il sera dénoncé. Ça ne peut pas être plus clair, pour une fois. Et le président, quelques heures après, depuis le Portugal, dit il n'est pas question de dénoncer cet accord. Et on a Bayrou qui vient et qui dit à Sonia Mabrouk et Laurence Ferrari ah non, vous n'avez rien compris. Le cheval blanc d'Henri IV est gris. Ah, bon. Alors, donc allons plus loin. Pourquoi ? La question qu'il faut se poser, Elliot, Geoffroy, c'est pourquoi Emmanuel Macron, en fait, fait le refus d'obstacle. Pourquoi il se cabre ? Parce que... D'abord, il fait attention à von der Leyen parce qu'il y a un accord en ce moment très important en cours de négociation entre la Commission de Bruxelles, qui nous commande, qui commande notre destin, surtout en matière de gaz. Il y a 20% du gaz qui vient d'Algérie et l'Algérie.
Deuxièmement, et surtout, il a un souvenir cuisant de ce qui s'est passé avec les émeutes de 2023. Et donc, il a peur de la diaspora, comme l'a dit très bien Alexandre Devecchio récemment, sur votre antenne. Alors, pourquoi il a peur? C'est parce qu'il y a un traumatisme qu'il a vécu personnellement. D'abord, on a vu qu'au cœur des émeutes, vous vous en souvenez certainement, il y a le président turc et le président algérien qui ont mis en garde le président français en disant attention à nos ressortissants sur le sol français. En d'autres termes, la France n'est plus tout à fait souveraine sur son territoire. Incroyable. Deuxièmement, les bandes dans les banlieues, dans les quartiers, appelaient les forces de police des forces d'occupation. Donc on était dans une logique de conquête de souveraineté. Et enfin, troisièmement, ce n'est pas l'État qui a arrêté les émeutes. On le sait maintenant. Ce sont les narcotrafiquants, ce sont les caïds, ce sont les grands frères. En d'autres termes, l'autorité souveraine n'est plus entre les mains de l'État. Et ça l'a littéralement traumatisé. Mais moi, ce que je constate, et pour Macron, et pour la Macronie, et pour la Mélenchonie, et pour la Bayrourie, c'est pas mal, néologie. Oui, oui. En fait, tout est dans l'expression de Bayrou. Le soir de l'attentat de Mulhouse, le fanatisme a encore frappé. C'est un lettré. Cette expression, elle n'est pas de lui, elle est de Voltaire, quand il voulait détruire le catholicisme. Il appelait ça le fanatisme. Et il disait « écrasons l'infâme ». Il signait comme ça ses lettres. « Écrasons l'infâme ». Bon. Et aujourd'hui, le fanatisme, ça veut dire dans la bouche d'un homme politique, ça veut dire que c'est un acte isolé d'un croyant qui échappe à sa communauté et qui est un déséquilibré. Donc c'est facile à traiter. On psychiatrise le cas. C'est-à-dire que nos hommes politiques, notre classe politique, la caste élitaire, ne comprennent pas ou ne veulent pas dire que c'est une guerre qui nous est faite. En fait, nous sommes devant, je pèse mes mots, une branchitude avachie qui ne se sent plus capable de porter le dépôt millénaire, qui rêve d'un autre soi, qui rêve de s'abolir dans une histoire nouvelle, dans une histoire extérieure, dans une histoire virile. C'est-à-dire que, en fait, sourdement, les âmes veulent, cherchent un nouveau maître. Le nihilisme occidental, prenant congé de la chrétienté flageolante, s'exerce à une fascination étrange avec une religion forte qui permet de renouer avec la différenciation sexuelle, le combattant au feu et la femme au foyer. En d'autres termes, et c'était une curiosité de notre temps, je pèse mes mots, l'hédonisme consumériste va finir sa trajectoire en venant, par une sorte de ruse hypnotique, se fondre dans son exact contraire. Vous avez parlé à l'instant des émeutes de 2023 qui ont eu pour genèse la mort de Nahel. Et dans l'actualité cette semaine, Philippe de Villiers, il y a la colère des policiers après les réquisitions du parquet de Nanterre, du renvoi pour meurtre du policier ayant tiré mortellement sur Nahel en juin 2023. Je vous propose qu'on écoute ensemble le maître Laurent-Franck Liénard, qui est l'avocat du policier qui est renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre. Je n'ai pas été surpris parce que je m'y attendais. En revanche, très déçu par ces réquisitions qui sont lunaires, un argumentaire qui est vide de sens. Voilà, je suis très déçu qu'on traite mon client de cette manière. S'agissant de la simple qualification de meurtre, bien sûr, elle est inadaptée. Mon client n'a jamais voulu tuer personne et certainement pas M. Merzouk. Il a bien expliqué qu'il avait tiré vers le bas. Les expertises ont bien démontré que c'est la poussée du véhicule qui dévie la trajectoire du tir. Donc
donc, pourquoi le renvoyer pour meurtre ? Le parquet lui-même, qui fait l'analyse des éléments à charge et à décharge, a plus d'éléments à décharge qu'à charge. Et le seul élément à charge, et c'est un peu grotesque, c'est de dire que mon client n'a pas été prudent dans l'utilisation de son arme. Mais ne pas être prudent dans l'utilisation de son arme, ça ne veut pas dire qu'on a voulu tuer. Geoffroy Lejeune. Philippe, on vous imagine choqué par cette décision du parquet. Pourquoi ? Alors, si vous saviez le nombre de lettres que je reçois de policiers et de gendarmes, c'est hallucinant. Toutes les semaines. Ils sont désespérés. Donc, il faut leur donner une parole d'espoir, mais il faut avoir l'esprit de vérité. En fait, cette décision du parquet, c'est la défaite de l'autorité et la victoire des racailles. C'est la défaite de l'autorité, et c'est grave. Pourquoi ? Parce que c'est la fin de la présomption d'innocence pour les policiers, c'est le début de la présomption de culpabilité. C'est-à-dire que c'est un renversement complet sur le plan juridique et sur le plan psychologique. C'est aussi la fin de la légitime défense, quand on se sert de son arme de service, puisque la définition du meurtre, c'est donner la mort volontairement. Donc là, le parquet fait comme si le policier avait donné la mort volontairement. Alors qu'il y a une vieille expression du maréchal de Latte, c'est à la guerre, on ne tue pas, on met hors d'état de nuire. C'est autre chose. Et enfin, l'autorité, c'est le parquet. Le parquet, c'est la société. Le ministre de la Justice aurait dû démissionner. Non pas à la suite d'une défaillance personnelle, mais pour protester, pour marquer le coup. Il n'y a pas eu un mot, en fait. Bayrou, rien. Macron, rien. Le parquet, c'est la société, mais le parquet, c'est le gouvernement. Alors, dire que le parquet n'a pas de lien avec le gouvernement, dans cette affaire comme dans l'affaire Marine Le Pen, on sait très bien, c'est comme si on nous disait que Richard Ferrand, le président du Conseil constitutionnel, n'est plus l'ami d'Emmanuel Macron. On sait comment ça marche. Voilà. Et je dis, c'est la victoire des racailles. Pourquoi ? Parce que c'est un message désastreux. Et quel est ce message ? Ce message, c'est le privilège victimaire protégé par le président de la République qui avait dit c'est une faute inexcusable en parlant du policier, protégé par l'agence France-Presse, qui est la Pravda française, et qui a dit voilà, c'est les violences policières. Bon, en d'autres termes, on est devant une démoralisation du corps social qui a pour mission d'être le dernier rempart de nos libertés, de notre sécurité. Le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, ce matin, s'est dit stupéfait de ce réquisitoire et a rappelé que c'était qu'un réquisitoire et qu'il était évidemment présumé innocent et qu'il attendait de voir la décision. Mon père me disait toujours, Philippe, quand les policiers sont mécontents, attention, ça a été la fin de la 4e République. Votre apologue ce soir est particulier, Philippe de Villiers, car il revient sur une polémique dans la basilique Saint-Denis. Une exposition plaçant des femmes voilées à côté des tombeaux des reines de France. Alors, pourquoi souhaitiez-vous nous traiter ce sujet à travers un apologue ? Alors, c'est un apologue particulier. Quand j'ai vu ces images, je suis tombé de l'armoire. Et je me suis dit, on va faire un petit voyage ensemble. Avec Elliot et Geoffroy, et on embarque le million de téléspectateurs. C'est à vos frais, hein ? Et on arrive, dans la nécropole, tous ensemble. On passe sous l'arbre de Jessé et les rois d'Israël. Et on passe à côté du gisant de Dagobert, du Quéclin, etc. Les rois, les reines. Et là, on pense à l'histoire millénaire de la France. Saint-Denis, le roi, l'évêque martyr, et puis
La signification de tous ces gisants, c'est quoi? C'est la matrice de la France, c'est-à-dire le lien bimillénaire entre le pouvoir et la famille. On invente l'idée de dynastie pour lutter contre l'instant, pour embrasser le temps long. Et ensuite, le lien entre le pouvoir et le sacré. D'où l'idée du Saint-Crème, c'est-à-dire sortir l'homme ou la femme du milieu où il se trouve et l'élever au rang du mystère pour que le pouvoir suscite une obéissance d'assentiment. Ça, c'est le premier temps de notre voyage, dans le temps, dans le même lieu. Et tout à coup, on voit des pierres dispersées qui évoquent la profanation. C'est-à-dire qu'il fut un temps où la Révolution française a donné l'ordre, décret de la Convention, tout détruire. La table rase. La profanation des tombes, c'est la barbarie. La profanation des tombes, pourquoi? Parce qu'on installe une nouvelle religion, la religion du nouvel homme nouveau. À partir de la phrase de Robespierre, quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. C'est-à-dire que c'est une annonciation de type eschatologique. On détruit les tombes pour pouvoir détruire la mémoire ou ce qu'il en reste. C'est la régénération au sens de Robespierre. La dernière fois que le mot a été utilisé, c'est par saint Paul. La régénération par le baptême, la régénération par la profanation. Mais il y a un troisième temps, sublime. Tout à coup, on aperçoit un homme, seul, qui pleure. Il est prostré. Il pleure sur la bataille de Sedan, sur la défaite de Sedan. On est en 1870-71. Cet homme, c'est un instituteur. Il vient de l'Est, d'Alsace. Il pleure sur la France. Et il se dit, dans un soliloque touchant, il n'y a plus de Saint-Crème, il n'y a plus de fédérateur, il n'y a plus de lien entre les Français. La nation, c'est un lien amoureux. Comment refaire un lien amoureux? L'évangile des droits de l'homme, hélas, ne suffit pas à étancher la soif des âmes en manque, des mémoires palpitantes, appelantes. Il faut donc un Saint-Crème de substitution. Il faut un fédérateur de substitution pour que la France renaisse, pour que les petits Français réapprennent à s'aimer. Et là, au moment où il invente le roman national, il se dit « Ah !» en allant vers les gisants. Ben voilà, je vais prendre tous les gisants qui sont ici et qui ont touché au Saint-Crème. Qui a touché au Saint-Crème? Jeanne d'Arc, évidemment. Donc Charles VII, il est là, sa tombe est là. Et Saint-Louis, qui a touché au Saint-Crème, évidemment, etc. Clovis, etc. Et les reines, évidemment. Et il définit, il écrit, avec tous les historiens républicains qui prononcent le mot de Péguy, la République, notre royaume de France. On retrouve la continuité française et capétienne. La France n'est pas un régime. La France est une nation, c'est-à-dire un drame moral, qui revit sa continuité. En 14, en 40, ça donne les maquis, ça donne la résistance, ça donne le serment de 14, ça donne la tranchée des baïonnettes, ça donne les héros et les saints. Et puis, le dernier temps, on est en train de le lire. Vous venez de l'évoquer, Eliot. Le dernier temps qui passe inaperçu dans la nécropole, dans la basilique, devant les reines, Clotilde, Anne d'Autriche, Blanche de Castille, devant toutes les reines de France, il y a d'autres reines
des reines voilées. Et ces reines voilées sont d'Aubervilliers, sont de Saint-Denis, sont des reines qui ne sont pas indifférentes. Le voile est un instrument, le voile est un signe. Et comme le dit très bien Madame Bergeau-Blaclair, le hijab est le fondement d'une société gouvernée par la loi islamique. Et quand on voit une reine voilée devant la tombe de Charles Martel, ça signifie quelque chose. Ça signifie on va gagner. C'est en fait la prophétie de El Karadawi, le télécoraniste, un homme très connu par les frères musulmans. Il leur parle à l'oreille et il leur dit ceci. Nous avons quitté l'Europe en 1492, après Grenade, et en 1683, après Vienne. Mais nous allons y revenir, mais pas de la même manière. Non pas par une conquête par les armes. Nous allons y revenir par le prosélytisme, en utilisant la servitude, pour ne pas dire la dimitude, des Français et des Européens. Nous y sommes. Et moi, je vous dis, et je dis à tous les Français qui nous regardent, je m'adresse aux gisants de la basilique Saint-Denis, et je dis à Charles Martel, Charles Martel, réveille-toi, ils sont devenus fous. Philippe de Villiers, Geoffroy Lejeune, merci à tous les deux. On se retrouve la semaine prochaine, comme chaque vendredi soir, de 19h à 20h. Et dans un instant, c'est l'heure des pros. Merci.